Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 Chrono. On se retrouve comme tous les jeudis soirs en direct pour un tour d'horizon de l'actualité sportive, émission que j'ai le plaisir, comme chaque jeudi, de présenter avec Alexandre Lenaour. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien. Vous nous présenterez notamment, comme à chaque fois, les principaux rendez-vous sportifs du week-end. Et dans l'actualité du week-end, il y aura un gros événement national au vent d'espace, championnat de France de tir à l'arc, tir à 18 mètres. Et pour nous en parler, deux invités. Nous recevons Jean-Paul Millier, qui est président du club des Archers de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et responsable de la communication de l'événement. Bonsoir. Bonsoir. Et à vos côtés, l'une des concurrentes de ce championnat de France qui vient du club d'Esnay, c'est Margot Touzeau. Bonsoir Margot. Bonsoir. Donc ça commence dès ce vendredi, le championnat de France de tir à l'arc au vent d'espace jusqu'à dimanche avec compétition élite, compétition adulte. On va vous expliquer tout ça. On se rappelle qu'il y a un an, quasi jour pour jour, le Vent d'Espace accueillait un autre championnat de France de tir à l'arc, mais jeune. Cette fois, Jean-Paul Millier, on passe à l'étage supérieur. Oui, on va prendre donc les trois catégories qui ne sont plus jeunes, on leur dit. Par contre, ça veut dire les S1, S2, S3, je vais préciser, donc, c'est trois catégories d'âge. Donc S3, c'est à partir de 49 ans, ensuite 39 ans, etc. Donc c'est ceux qui suivent immédiatement ceux qu'ont tiré l'année dernière, les jeunes. Qu'est-ce que ça représente un peu en chiffres, cet événement? À quoi il faut s'attendre? Alors, on a à peu près 400 archers en comptant l'élite. Il y a, on va dire, 60-70 élites. Alors, l'élite, c'est une catégorie qui ne tient plus compte du tout des catégories d'âge. Parce que, après tout, le plus ancien pourrait être le meilleur. C'est parfois le cas, par exemple, en classique. Alors, il y a très peu d'archers classiques de très haut niveau cette année, parce que ces gens-là sont en stage pour les Jeux Olympiques. Donc, ils ont préféré passer sur cette épreuve. Je disais, c'est le cas en arc classique chez les femmes, où la meilleure, je trouve que c'est aussi la meilleure mondiale, est une femme de catégorie S2. D'accord. Voilà. Margot, vous allez concourir dans quelle catégorie? À quoi vous vous attendez pour ce week-end? Moi, je suis en senior 1. Et je m'attends, je sais pas, à me faire plaisir, à bien tirer. Puis voilà. Qu'est-ce que ça change que ça soit à domicile, en Il y a Vendée? plus de monde que je connais qui vont venir. Mais sinon, ça change pas grand-chose, je pense. Alors on parlait de catégorie élite adulte, expliquez-nous la différence en fait. Qui est en élite, qui est en adulte? Vous serez en adulte dans la compétition. Alors, les 60 meilleurs, toutes catégories confondues, sont pris dans la catégorie élite. Donc en fait, les 60 meilleurs Français sont présents ce week-end en catégorie élite. Alors après, le système de classement est assez simple. On prend tous les concours de la saison sale en l'occurrence. On regarde les 3 meilleurs. Tous ces concours sont remontés dans l'espace fédéral. Et en fait, ça sert à qualifier. On prend les 16 premiers dans une catégorie, suivant la grandeur de la catégorie, les 32, etc. Ces gens-là vont se retrouver pour un premier concours qu'on appelle concours de qualification, où ils vont tirer 2 fois 10 volets de 3 flèches. D'accord. Et en fait, tous ceux qui rentrent dans les 16e ou les 8e de finale vont rester. Il y a parfois dans chaque catégorie 3, 4, 5 archers qui peuvent pas venir. Par exemple, dans la catégorie de Margot, ils sont 20 et ils n'en prendront que 16. D'accord. Donc, à la fin de la matinée, il y en a 4 qui rentreront chez eux. Alors, on va continuer à expliquer un peu le déroulement de la compétition, le reste de l'émission, parce que tout le monde connaît le tir à l'arc, voire un peu le principe, mais ne connaît pas forcément le déroulement d'une compétition comme un championnat de France. Et on va écouter le président du comité de Vendée de tir à l'arc que vous avez rencontré aujourd'hui, Alexandre Pascal Lapkin, qui nous dit un peu plus sur le plateau de ces championnats de France. Tout se met en place. On va quand même, grâce aux 130 et 140 bénévoles que nous avons, nous allons pouvoir accueillir plus de 450 archers. Sur le plateau sportif, donc dans les élites, nous avons David Jackson, qui est quand même plusieurs médailles d'or en différentes disciplines, donc surtout pour campagne et 3D. Et puis, bien sûr, nous avons une jeune Nîmoise, mais qui est vendéenne, puisqu'elle est de Chaland, c'est Anaëlle Florent. Donc, que nous tout Vendéen espère qu'au niveau élite, elle puisse être sur le podium. Voilà. Au niveau des Vendéens, nous avons 8 Vendéens. Ça sera au niveau adulte que nous avons des Vendéens et des Vendéennes. On a, j'espère,
2-3 chances d'avoir peut-être des archers sur les podiums. Peut-être pas à la première place, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, on en reparlera dans quelques instants de ce championnat de France de tir à l'arc au vent d'espace qui débute ce vendredi à 13h, mais on va parler basket maintenant, puisque la deuxième phase du championnat de National 1 masculine va débuter la semaine prochaine, le 8 mars. Alors à l'issue de la première phase qui était organisée en 2 poules de 14 équipes, les 28 clubs sont désormais répartis en 3 groupes. Les équipes vont s'affronter en match aller-retour, mais les résultats entre les équipes qui se sont affrontées en première phase vont être conservés. Alors dans le groupe B, on va regarder la composition de ce groupe. 10 équipes, dont le Vendée Chaland Basket qui débute à la 8e place avec 3 victoires et 5 défaites. Le VCB devra jouer contre Pont-de-Cherry, Mulhouse, Boulogne, Orchy et Le Havre. Les 7 premiers de ce groupe accéderont au play-off. Et puis dans le groupe C, 8 équipes, dont celle des Sables d'Olonne. Et même principe, les résultats de la première phase sont conservés. Les Sablés débutent en 6e position avec 2 victoires et 4 défaites. Ils joueront face à Lyonceau, le Centre Fédéral, Feur et Besançon. Les 4 dernières équipes seront reléguées en N2, tout en sachant que le Centre Fédéral ne peut pas descendre. Donc et éventuellement les 5 derniers qui seraient concernés par la descente. Un championnat de N1 qui va changer de formule la saison prochaine. Il y aura toujours une première phase avec 2 groupes de 14 équipes, mais les 28 clubs seront ensuite répartis en 2 groupes en fonction de leur classement. En phase 2, l'équipe qui terminera première du groupe A accédera à la Pro B et les 8 premiers joueront les playoffs, avec à la clé pour le vainqueur des playoffs une accession aussi en Pro B. Et dans le groupe B, les 4 derniers seront relégués en N2. Il n'y aura pas de 3e phase. Voilà pour le basket la saison prochaine. Les rendez-vous du week-end, Alexandre, c'est parti. C'est parti, et on est parti avec du football pour la 17e journée en retard du championnat de National 2. Reporté la semaine dernière, le match entre la Roche VF 3e et Romorantin 4e est donc reprogrammé vendredi à 19h au stade Henri Desgranges. En cas de victoire, les joueurs de Frédéric Reculot s'empareraient de la tête du classement. Un étage plus bas, en National 3, on jouera là aussi la 17e journée en retard. Là aussi, une équipe vendéenne peut retrouver la première place en cas de succès. C'est le cas du Vendée Poiré Foot 2e qui affronte Vertou 5e. Ce sera samedi soir à 18h. Dans le même temps, l'objectif maintien se poursuit pour la Châtaigneraie 11e avec la réception de Saint-Nazaire, une place en dessous au classement. À l'extérieur, Fontenay-le-Comte pourrait s'inviter sur le podium en cas de victoire chez la Lanterne Rouge Château-Gontier. En basket, présent, un mot tout d'abord d'un rendez-vous hors Vendée. Le sprint final de la Ligue féminine est lancé pour la Roche-Vendée Basket. Premier des 5 derniers matchs de la saison régulière à disputer samedi soir sur le parquet de Bourges, dauphin du championnat. À noter que les espoirs du RVBC seront elles en déplacement sur le terrain de la réserve de Mondeville samedi après-midi. Retour dans le département désormais avec la 19e journée de N2 masculine. Le Saint-Georges-Montaigu Vendée Basket reçoit les JSA Bordeaux Métropole Basket. Rencontre importante en vue du maintien. Un seul point sépare les deux formations. Coup d'envoi à 20h samedi à la salle des sports. Et puis enfin, dernières affiches basket à suivre en Vendée. 3 rencontres programmées à domicile pour la 19e journée de National 3 masculine. Derby entre l'Entente Châlons-Riévy et Salertaine. Luçon Sainte-Gemme accueillera la réserve de Tours. Et puis le CTC des clubs de la Roche-sur-Yon affrontera Cognac. Rencontre lancée à 20h samedi soir. Chambretot sera pour sa part en déplacement sur le terrain de Saint-Rogatien. Enfin, en rugby, double rendez-vous ce week-end en Vendée. Le premier est à suivre en Fédéral 2 pour la 17e journée. Le FC Lyonnais 10e reçoit le leader tourangeau. Coup d'envoi à 15h15 dimanche au stade Henri Desgranges. Et puis même jour, même heure du côté des Sables d'Olonne, on jouera la 15e journée de Fédéral 3, un échelon plus bas. Actuellement 2e, le RC Sablé peut récupérer son fauteuil de leader à Saint-Sébastien-Basse-Goulaine face à Saint-Sébastien-Basse-Goulaine, 7e au classement, à suivre au stade de la rue de Lierre. Et on va se projeter un peu plus loin, au mois de juin maintenant, Alexandre, le 4 juin exactement, puisque c'est la date à laquelle la flamme olympique sera en Vendée. Et vous allez nous donner un peu plus de détails sur ce parcours de flamme. Effectivement, le 4 juin, vous l'avez dit Aurélien, autre information, ce sont pour l'instant les lieux traversés par le passage du relais de la flamme. Ils sont au nombre de 7. Le grand départ de la journée sera donné sur le passage du Gois entre 7h30 et 8h. À 8h30, la flamme s'allumera dans la première ville-étape de la journée, Fontenay-le-Comte. Deuxième ville de passage, Montaigu Vendée à partir de 11h30. Le relais prendra ensuite la direction des Épaisses où la flamme est attendue à 12h30 au Puy du Fou, direction ensuite la Roche-sur-Yon à 14h30. La flamme mettra ensuite le cap sur le sud Vendée aux alentours de 17h15 à la Pointe d'Arcet. Et puis enfin, 7e et dernier lieu de passage de la journée, les Sables d'Olonne à partir de 17h30. Alors 2 précisions logistiques sur ce parcours. Tout d'abord, il n'y a pas 1 mais 2 convois du passage de la flamme olympique. Un premier ralliera les 3 sites iconiques du département. Un second se déplacera lui entre les 4
centre-ville-étape. Et puis ensuite, autre précision, les relais auront lieu au sein même des 7 lieux retenus et non entre les 7 points d'étape. La flamme sera ainsi transportée en véhicule d'un point A à un point B. Et puis enfin, dernier point important à souligner, le parcours et ses horaires restent pour l'heure en phase de validation. Le COJO, c'est-à-dire le comité d'organisation des Jeux Olympiques, n'a pas encore confirmé définitivement le dispositif. Tout cela est donc susceptible d'évoluer dans les prochaines semaines. Les parcours définitifs devraient être connus aux alentours de la mi-avril. Plus de 400 archers réunis au vent d'espace de vendredi à dimanche pour le championnat de France de tir à l'arc. Alors on a commencé à expliquer le déroulement de la compétition. Alors autre particularité, c'est qu'il y a plusieurs types d'arcs représentés. Il y en a 3, arc classique, arc nu ou arc à poulie. Margot, vous, sur quel arc est-ce que vous exercez ? Je suis en arc classique. Alors est-ce que vous pouvez expliquer ses particularités ? C'est un arc, sauf que on a un viseur et une canne centrale que les arcs nus n'ont pas. D'accord. Et les arcs à poulie, je ne saurais pas trop comment expliquer. J'ai jamais essayé, donc... Un arc à poulie, c'est un arc un peu plus sophistiqué. Il y a un système de poulies qui sont asymétriques de telle manière qu'on puisse emmagasiner l'énergie et ces poulies restituent l'énergie au moment du départ. Donc l'arc est beaucoup plus puissant et puis on fait en sorte qu'il soit beaucoup plus précis. On autorise un certain nombre de systèmes de visée plus sophistiqués, etc. Alors ceci dit, on parlait tout à l'heure des Jeux Olympiques, ils gardent pour le moment les arcs qu'utilise L'arc classique. Oui, tout à fait. Pas d'arc à poulie. Alors Margot, vous avez déjà été championne de France par équipe Benjamin en extérieur en 2015, championne de France cadette en salle en 2016 et 5e du championnat de France senior 1 en salle en 2022. Avec quel objectif vous vous présentez au vent d'espace ce week-end ? J'ai pas forcément un objectif de podium. Je sais que j'aimerais bien passer le cut. Donc on est 20 à tirer dans ma catégorie. Et ils en prennent 16 le samedi. Et les 4 derrière, du coup, sont éliminés d'office. Et j'aimerais bien ne pas faire partie des 4. Et après, faire les duels, voir comment ça se passe, prendre du plaisir. Et voilà. Donc une fois qu'on a passé le cut, comme vous dites, on s'affronte en duel. En duel, oui. Donc la première affronte la 16e, la deuxième affronte la 15e, ainsi de suite. D'accord. Et là, ça se joue en combien de manches, combien de points ? C'est la première arrivée à 6 points. On gagne 2 points quand on gagne la volée. Celle qui a le plus de points, du coup, gagne le 7. Et voilà, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui arrive à 6. Et voilà. Jean-Paul Millier, on aura plusieurs Vendéens à représenter ce week-end. Alors malheureusement pas en élite, mais on aura 7 Vendéens en plus de Margot. Donc 8 au total. Oui, on a en tout, effectivement 8 Vendéens. Il y en a 2 qui sont d'Aislay, donc il y a Margot et Eric Viganel, le cavalier, absolument. Également très bon archer. Alors. Tout à fait. Oui, c'est vrai. On a 2 archers qui viennent de Fontenay-le-Comte, un archer qui vient de la Garnache, une archère, on dit archère maintenant, paraît-il, une archère de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et puis Cédric, j'allais l'oublier, qui nous vient de Grosbreuil. Il y a aussi un archer de Montaigu. Un archer de Montaigu, Benoît Coupry. Tout à fait. Les archers de la digue. Et donc Cédric Chaillot de Grosbreuil, même club que Elliot Legui, qui lui avait décroché le titre de champion de France U15 au vent d'espace en 2023. On espère que d'autres Vendéens pourront l'imiter ce week-end. C'est l'heure maintenant de passer à l'entretien de 85 chronos. Et on va parler athlétisme dans cet entretien avec l'athlète du club de La Roche-sur-Yon, Romain Mornay, récent champion de France élite en salle sur 3000 mètres. Il va disputer le 10 mars prochain les championnats de France de cross avec son équipe de la CLR. Ce sera dans le Tarn avant de se lancer dans la saison estivale avec dans un coin de sa tête l'espoir de participer aux Jeux de Paris sur 1500 mètres. On regarde tout de suite l'entretien de Romain Mornay. Bonjour Romain. Bonjour Aurélien. Alors, on va revenir déjà sur l'actualité la plus chaude. Il y a quelques jours, un week-end assez chargé, en commençant par les championnats de France élite en salle sur 3000 mètres. Et enfin, ce premier titre, cette médaille d'or. Raconte-nous comment ça s'est passé. Effectivement, après 12 ans de demi-fond et 12 ans à courir après une victoire au championnat de France, c'est arrivé le week-end dernier. Donc pour revenir sur la course, c'était une course globalement tactique. Ça s'est joué sur le dernier kilomètre, voire le dernier 500. Où là, il y a un concurrent qui a fini 3e, qui a accéléré fortement
pour essayer de nous distancer. Et j'ai réussi à suivre le rythme. Et à l'entame du dernier tour, dernier 200 mètres, j'ai de nouveau accéléré pour remporter la victoire et savourer un petit peu sur les derniers mètres. Donc tu te présentais avec le meilleur temps des engagés, donc forcément l'étiquette de favori. Comment tu l'as vécu ça? Alors c'est vrai que pour le coup c'était la première fois que j'arrivais en tant que favori avec le meilleur temps des engagés. Il y avait quelques absents de marque avec Hugo Hay, Yann Schrub qu'on connaît aussi sur ces distances-là. Globalement j'ai réussi à gérer de manière correcte la pression. J'avais pas forcément de stress supplémentaire comparativement au meeting que j'ai pu faire sur les semaines précédentes. Donc ça c'était positif et une fois la course lancée j'ai vraiment laissé l'instinct faire et voilà, je me suis pas pris la tête, j'ai couru comme je le savais faire et puis ça a été la victoire. Avec un chrono assez loin de ton record, on est à 8 minutes 29 centièmes, et ton record c'est 7,47,80. Bon là on était sur une course, comme tu dis, tactique, où le seul enjeu c'était de terminer premier. Oui exactement, comme je dis souvent, on me pose souvent la question sur le fait d'avoir fait tel ou tel temps en championnat. Et voilà, la seule récompense c'est la place, si possible la victoire. Et effectivement 8 minutes maintenant ça reste un chrono satisfaisant, mais c'est pas le top du top pour moi. Il faut savoir que jusqu'aux 2000 mètres, on était sur des bases de 8,15, 8,20. Donc le dernier kilomètre, on le parcourt en 2 minutes 26. C'est des bases de moins de 7,30 au 3000. Donc le rythme il s'est fortement accru. Et c'est pour ça que c'était une course tactique et le plus important, c'était de l'emporter, quoi. Alors, je disais week-end chargé, puisque dès le lendemain, on te retrouvait aux interrégions de cross-country, pas loin d'ici, à Chaland, en Vendée. On ne t'avait pas vu sur le cross précédent. Pourquoi tu as voulu y participer? Alors la raison principale, voire la seule raison, c'était pour aider mon équipe, pour aider les copains à se qualifier au championnat de France de manière collective. Moi, entre guillemets, j'avais déjà un passe-droit pour pouvoir y aller en individuel, mais voilà, ça ne fait pas partie de ma mentalité. J'avais vraiment envie de les aider. Et je leur avais promis de le faire si je m'inscrivais sur le 3000 aux élites, qui était le samedi. Donc j'ai pris l'avion de très bonne heure le dimanche matin avec une nuit blanche pour essayer de les aider du mieux possible. Donc voilà, j'ai fini deuxième, c'était une bonne place, j'aurais aimé gagner, mais voilà, j'étais assez fatigué voilà, de ma course de la veille. Et puis Théo, par la même occasion, a été très solide aussi. Donc voilà, ça a créé un joli sprint qui a fait beaucoup parler et d'un côté tant mieux parce qu'au moins ça fait parler du cross-country et effectivement c'était mon premier cross de la saison. Je n'avais pas forcément préparé cela en amont, mais ça me tenait à cœur d'être là et aussi de courir quasiment sur mes terres puisqu'on était en Vendée et c'est pas tous les ans que ça a lieu ici. Alors comment se présente la suite? On pense forcément maintenant à la saison estivale. Ouais. Comment tu te prépares? Quel objectif tu te fixes? Alors avant ça, il reste les championnats de France de cross dans 15 jours, le 10 mars, près d'Albi. Ensuite, il y aura une petite coupure hivernale et il sera temps de s'y remettre assez rapidement parce que les premières échéances vont vite arriver avec les championnats d'Europe début juin où j'espère être qualifié. J'ai déjà fait les minima, mais on est assez nombreux en France à les avoir réalisés l'année dernière. Donc il va falloir les refaire de nouveau dès le mois de mai et espérer être sélectionné par la fédération. Donc ça c'est le premier gros objectif. Et ensuite forcément il y a les Jeux Olympiques début août où là pour le coup il va falloir soit réaliser les minima qui sont à 3 minutes 33,50. Moi pour le moment je suis là, on est sur 1500 mètres. Voilà, sur 1500 mètres. Moi je suis rendu à 3 minutes 34 et 29 centièmes. Donc il y a 7-8 dixièmes à gratter. C'est pas beaucoup en soi, mais sur le 1500 et à ce niveau-là, ça reste quand même assez important. Donc soit les minima, soit le ranking mondial. Alors le ranking, c'est un classement qu'on peut comparer au classement ATP au tennis. Voilà, il faudra être soit bien classé, soit faire les minima. Alors ça se prépare comment justement? Comment on se prépare pour essayer de grappiller ces dixièmes, ces quelques dixièmes qui manquent pour réaliser les minima et puis se qualifier pour ces grands rendez-vous dont tu parlais? Alors ça se joue sur plusieurs paramètres. Le premier c'est l'entraînement, être régulier, surtout ne pas se blesser parce que forcément ça retarde la préparation et on peut arriver sur les meetings moins bien préparés. Donc voilà, l'entraînement. Ensuite à côté de ça il y a forcément la récupération qui a une part de plus en plus importante avec les kinés, les soins aussi d'ostéopathie, le podologue effectivement,
Voilà, tout ça, tout le côté médical qui est hyper important. Et puis le sommeil, la nutrition, tous ces facteurs-là que l'on ne voit pas forcément au quotidien chez le sportif, mais qui ont une part quand même cruciale dans la performance. Et puis, il y a, j'imagine, tout un entourage, toute une organisation. Tu disais que ça faisait 12 ans que tu faisais du demi-fond. Depuis 12 ans, comment ça a évolué, ça, justement, pour toi, tout ce qu'il y a autour? Alors l'aspect professionnel, il a beaucoup évolué et c'est ça aussi, je pense, qui m'a permis de réaliser des performances qui sont maintenant satisfaisantes. Là, globalement, j'ai délaissé un petit peu mon métier d'enseignant. Je suis passé à 50% cette année. Ça me permet d'avoir du temps de récupération supplémentaire et aussi du temps d'entraînement en plus. Donc ça, c'est quand même hyper important. Et à côté de ça, la continuité avec mon entraîneur, donc Dominique Guillet, Moustache, que l'on surnomme. Voilà, je pense aussi que ces 12 ans-là en collaboration, ça nous a permis d'évoluer l'un et l'autre. Et ça nous a permis aussi de gravir les échelons petit à petit et d'en arriver là où on est maintenant tous les deux, quoi. Donc quand tu disais que tu as réussi à te donner plus d'heures d'entraînement, c'est-à-dire ça ressemble à quoi? Aujourd'hui, une grosse semaine d'entraînement de Romain Mornay, ça correspond à quoi? Alors il y a la partie hivernale, la partie estivale. Globalement, la partie hivernale, ça représente beaucoup de kilométrage, de 110 à 180 km par semaine. Et sur le côté estival, c'est globalement plus de spécifique sur des allures qui se rapprochent de l'allure course. Et puis à côté de ça, il faut ajouter des séances de côte, des footings longs, des footings de récupération, de la PPG, donc préparation physique, de la musculation pure également. C'est très large comme entraînement et il ne faut surtout pas délaisser un secteur parce que sur des courses de ce niveau-là, on le paye cash. Est-ce que tu as prévu de quitter un peu la Vendée pour des stages ou autres ces prochaines semaines? Je pars une semaine au Portugal alors, pour préparer les France de cross principalement. Et je repars au Portugal au mois d'avril, 15 jours, avec Moustache et puis un camarade de club, Yanis David. On part tous les trois à Montegordo pour préparer la saison estivale qui, comme je disais, va débuter très vite, dès le mois de mai. Donc il faudra se servir de ce stage-là pour être en forme et arriver sur les compétitions prêt à courir vite. Eh bien, merci beaucoup, Romain. Merci, avec plaisir. Voilà pour cet entretien avec Romain Mornay que vous pourrez retrouver sur l'antenne de TV Vendée dès demain vendredi, juste après la matinale. On reparle du championnat de France de tir à l'arc au vent d'espace à partir de ce vendredi 13h avec les qualifications élites et les demi-finales élites en fin de journée. Il y aura ensuite samedi les qualifications adultes et les finales élites à partir de 14h et enfin demi-finale et finale adulte le dimanche matin, dimanche après-midi. Jean-Paul Millet, 130 bénévoles, on disait tout à l'heure. Une équipe rodée finalement, puisque voilà, il y a déjà eu d'autres événements avant. On n'a pas eu à les chercher parce que ils avaient tellement apprécié leur mission au moment des jeunes, ils ont tous été volontaires. Donc contrairement à l'année dernière, on n'a pas du tout prospecté pour des bénévoles. Ils étaient présents avant même qu'on lève le doigt. Donc là, on voit quelques images d'Alexandre aujourd'hui sur l'installation. On a combien de cibles là? Il y en a beaucoup. 32. D'accord. 32, ça veut dire 128 archers au même moment, puisqu'il y a 4 archers par cible. Margot, comment on gère ce genre d'événement? Alors d'autant plus, comme vous le disiez tout à l'heure, à domicile, avec beaucoup de monde qui vous connaît, des supporters. J'imagine que l'aspect concentration mentale est hyper important. J'ai jamais fait de championnat de France avec autant de personnes derrière moi, donc je sais pas trop comment je vais gérer ça, mais le truc c'est de rester concentré, de pas regarder les gens autour, vraiment rester dans sa bulle et j'espère que je vais y arriver. Quelle expérience vous avez déjà des autres championnats de France que vous avez pu faire? Est-ce qu'on peut facilement se laisser déconcentrer et sortir de sa compétition? Oui. Tout le monde nous encourage, donc c'est facile de regarder, de rigoler avec les autres et de plus être concentré, quoi. Et alors, est-ce qu'on travaille ça en amont? Parce qu'il y a le côté technique, bien sûr. On essaye, mais après en entraînement c'est différent, on n'a pas le stress de la compétition, donc on essaye de recréer ce stress en faisant des duels à l'entraînement, mais c'est jamais autant stressant qu'en compétition. Jean-Paul Millet, on entendait tout à l'heure Pascal Lapkin qui disait que peut-être on aurait des Vendéens sur le podium. Il n'avait pas l'air ultra confiant. Est-ce que vous l'êtes un peu plus, vous? Ah oui, je suis beaucoup plus. Je vois 2-3 personnes sans aucun doute sur le podium et je vois peut-être 1 ou 2 titres. Oui, je suis très confiant. Carrément médaille d'or. Ouais. Puis j'incite Margot à faire l'expérience du podium, ce serait sympa. C'est sympa.
Non, Margot, podium, on y croit quand même un petit peu. On n'y va pas tout le monde y pour pense, faire de la toute façon, figuration. oui, tout le monde y pense, mais franchement, si j'y vais pas sur le podium, c'est pas grave. Du moment que je prends du plaisir et que je suis contente de mes tirs, tout va bien. Il faut savoir que là, il y a 75 000 licenciés dans le tir à l'arc, donc on a les 400 meilleurs quand même, Oui. donc c'était un bon niveau. Et on en discutait tout à l'heure avec Margot, par exemple dans sa catégorie, il y a très peu de points entre la 16e et la première. Ça veut dire que dès les premiers duels, tout est possible, et on voit très très souvent les premières tomber en 8e, en quart. Donc tout est possible. Et parmi donc, les 8 archers et archères de Vendée, on retrouvera Pascal Gascoigne-Millier, ou Gascoigne-Millier, je ne sais pas comment on prononce. Oui, Gascoigne. Gascoigne-Millier, du club de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, que vous avez interrogé également, Alexandre, aujourd'hui. On l'écoute. D'abord, il manque du monde là dans les sièges. Non, mais c'est une très très belle salle. Je suis contente d'être à domicile parce que l'an dernier c'était Grenoble, l'année d'avant c'était Vittel. Là, on est à domicile, c'est chouette. Je suis contente d'être dans les lieux aujourd'hui. Je m'imprègne un peu de tout ce qui va se passer demain. Aujourd'hui, je suis tranquille. Demain, je serai un petit peu moins. Mais non, c'est étonnant le tir à l'arc parce qu'il faut effectivement être zen extérieurement et à l'intérieur, ça boue. Mais là, ça va monter, je crois, d'ici demain. Il faut être guerrière. Il faut la vouloir, il faut être très zen comme je disais, mais guerrière à l'intérieur. En tout cas, l'un des objectifs de Pascal Gascoigne-Millier, c'est clairement de gagner. Vous étiez là, Jean-Paul, ce matin. Elle nous disait aussi, on parlait de la routine, qu'elle écoutait toujours lors des compétitions la même musique avant de tirer une flèche. Moi, je me posais la question, si pour Margot, c'était peut-être la même chose, où il y a une routine particulière que tu as C'est pas vrai, oui, c'est une routine, mais j'écoute pas de musique. En fait, c'est pendant, parce qu'on a du temps pour tirer, on a 120 secondes. Et je sais que je tire ma première flèche à 90 secondes. Je vais pas la tirer avant, parce que c'est un peu psychologique, mais je sais que je vais pas y arriver. Du coup, c'est un peu ça ma routine. Je sais qu'il y en a qui se disent des chansons, qui chantent des chansons dans leur tête pendant qu'ils tirent. Donc moi, je fais pas ça. Pascal aussi, elle disait qu'elle parlait pas forcément aux autres archers ni archères. Toi, Margot, est-ce que tu prends le temps de discuter un peu avec tout le monde? Vous connaissez bien, j'imagine aussi. Si je connais les personnes, oui. Si je connais pas, pas trop. Et parmi les 20, il y en a quelques-unes que tu J'en connais? connais 2. Mais après, ça va dépendre. Ça se trouve, on va être très loin au niveau des cibles. Donc, mais sinon, oui, j'essaie de parler un peu, mais pas trop. Enfin, ça dépend. Allez, on va parler rapidement de voile maintenant avec l'Arkea Ultime Challenge, cette première course autour du monde en solitaire dans la catégorie ultime, course partie de Brest le 7 janvier, et Thomas Coville sur Sodebo a franchi la ligne d'arrivée à Brest ce jeudi en début d'après-midi en deuxième position après 53 jours, 1 heure, 12 minutes et 40 secondes de course. Il a donc bouclé ce tour du monde avec un retard d'un peu plus de 2 jours sur le vainqueur Charles Caudrelier sur Edmond Rothschild. Thomas Coville qui aura parcouru au total 31 217 milles avec une vitesse moyenne de 24,52 nœuds. Il s'agissait de son 9e tour du monde, son 5e en solitaire. Armel Lecléache sur le Maxi Banque Populaire 11 devrait être le prochain à franchir la ligne. Il lui reste environ 1500 milles à parcourir. Et puis en mode de cyclisme, on reparle de Julien Alaphilippe avec l'équipe Total Energy. Ben oui, mardi, dans les colonnes du journal L'équipe, Jean-René Bernaudot, le manager du team Total Energy, a réitéré son appel du pied à Julien Alaphilippe. Julien a sa place chez nous, il sait qu'il pourrait être le nouveau Peter Sagan, il aurait cette place de leader, de meneur, il aimerait cet esprit de famille. Bref, Jean-René Bernaudot ne cache pas son intérêt, en tout cas pour le double champion du monde. Ces déclarations, là, elles interviennent en tout cas après que Julien Alaphilippe ait été vivement critiqué par Patrick Lefebvre, le manager de son équipe actuelle Soudal Quick-Step. Cet appel du pied de Jean-René Bernaudot au coureur français n'est en tout cas pas le premier en date. En octobre dernier, déjà, le manager du team Total Energy avait déclaré à propos du coureur français: il a mon numéro, j'attends son appel, à suivre. Donc, eh bien, on va suivre ça. Les autres résultats, rendez-vous sportifs du week-end, Alexandre. On est reparti sur les terrains de handball pour commencer la 19e journée de National 1 masculine. Réserve un choc des extrêmes. Pouzauges, bon dernier depuis le début de la saison, reçoit le leader Rezé, invaincu. Une affiche aux allures de David contre Goliath à suivre à 19h samedi soir, salle de l'Étoile. Un détour à présent par 2 affiches à suivre à l'extérieur. En ring hockey, d'abord, la Vendéenne se déplace dans le Pas-de-Calais pour le quart de finale aller de la Coupe de France. Les Lyonnais affrontent Saint-Omer, le tenant du titre, dimanche après-midi à 15h. Et
puis l'autre affiche hors des terres vendéennes, c'est en hockey sur glace. La saison régulière de D2 est terminée, place désormais au play-off pour le Hogli. Samedi soir à 19h30, le groupe de Juraj Oselka sera sur la patinoire de Toulouse-Blagnac pour le 8e de finale. Allez, retour en Vendée avec un événement cyclisme à suivre dès dimanche matin. Le comité cycliste montois organise une course pour les catégories Access, les moins de 15 ans et de 17 ans, départ de l'avenue de l'Abbé Thibault à Notre-Dame-de-Mont. Un rendez-vous de course à pied. À présent, le Longeville Athletic Club organise les foulées longevillaises, 3 formats de course, 7, 13 et 20 km. Nouveauté, une marche de 8 km est également au programme. Premier départ à partir de 8h au Théâtre de Verdure. Vélo et course à pied, c'est le menu aussi du duathlon qui vous attend ce week-end à Verré pour le championnat de Vendée. 3 catégories, course enfant aussi au programme à l'agenda dimanche matin sur le site de la Carrière. Et puis enfin, épilogue de cet agenda avec samedi 13h, l'Open régional de Palais-Fonte sur plaque en plomb. Un Open féminin et en individuel. L'an passé, la première édition avait réuni 144 joueuses. Deuxième édition, donc, cette année, assure au complexe sportif de La Ferrière. Allez, on parle encore un petit peu de tir à l'arc avec donc, ce championnat de France au vent d'espace à partir de ce vendredi. C'est l'occasion de parler du développement de la discipline dans le département. En Vendée, comment se porte le tir à l'arc? Alors, je crois qu'il y a eu la barre un peu symbolique des 1000 licenciés qui a été franchie. Oui, on est proche de 1100 licenciés. Pour la deuxième année, on dépasse 1000 licenciés en 21 clubs. 21 clubs, oui, c'est pas mal. Donc c'est plutôt à l'échelon départemental une belle réussite. Et puis ma foi, 7 Vendéens dans les meilleurs, c'est 8 Vendéens dans les meilleurs. Je rajouterais, on ne l'a pas dit tout à l'heure, Anaëlle qui est presque vendéenne, même si elle est sociétaire du club de Nîmes. En fait, elle a une vie professionnelle très proche du tir à l'arc et elle s'épanouit dans les terres vendéennes. Donc on pourrait peut-être la rajouter, d'autant qu'elle, en élite, a de vraies chances de médaille. Margot, vous pratiquez le tir à l'arc depuis l'âge de 10 ans. Qu'est-ce qui vous a amené vers le tir à l'arc et qu'est-ce qui vous a fait continuer? Surtout, qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport? Le tir à l'arc, c'était un peu au hasard. Tous les ans, au Hyper U de Esnay, il y a le forum des associations sportives. Et j'y allais pour m'inscrire dans un sport. Et en fait, j'ai vu un arc qui était monté et j'ai dit « Oh, c'est joli !» Du coup, je me suis inscrite et puis ça m'a tout de suite plu. Donc, au début, j'étais pas très bonne au début. Non. Mais je sais pas, ça me plaît, quoi. Je sais pas comment décrire. Je me sens bien. Expliquer. Ouais. Je sais pas. J'aime bien la compétition aussi, les duels, le stress. J'aime beaucoup. D'accord. Eh bien, on va voir si vous connaissez bien votre discipline du tir à l'arc, puisqu'on va terminer cette émission comme à chaque fois avec le quiz. Et Alexandre vous a concocté quelques questions. Alors là, vous êtes que tous les deux, donc vous allez jouer l'un contre l'autre. On n'a pas de chroniqueur pour vous challenger. Donc ça va être Jean-Paul contre Margot. Et première question, c'est parti. Allez, une question un peu historique sur le tir à l'arc quand même. Quel Français a été sacré champion du monde, champion olympique, pardon, en 92, oui, champion olympique à Barcelone? Tu sais? Sébastien Flûte. Ouais. Sébastien Flûte, en effet. Flûte, seul et unique d'ailleurs. Oui, Ça, tout à fait. Toujours. Alors on a eu des médailles de bronze en équipe, avec une équipe composée de Sophie Dodémon qui persiste à être parmi les meilleures Françaises, qui est passée d'ailleurs à l'arc à poulie. Et puis peut-être d'autres aux Jeux Olympiques de Paris, on verra. Ouais. Alors, quelle archère est devenue, c'était la semaine dernière, vice-championne de France jeune chez les moins de 18 ans en arc classique? Ah, mais elle est de Chaland, mais j'ai oublié son prénom. Chez Chalandais. Ah, je suis désolée, j'ai oublié son prénom. C'est quoi son nom? Je connais aussi. Si on dit le prénom peut-être? Allez, le prénom. Mathilde? Ah, mais non, j'ai pas son nom. Si, oui, j'ai oublié. Mathilde Nollet. Ouais, effectivement, on l'a dit, Aurélien, des archers chalandais. Ouais. Alors, quelle discipline qui est combinée, reconnue depuis quelques années par la fédération, votre fédération française de tir à l'arc, consiste à alterner la course à pied et le tir à l'arc? Le renarcherie. Ouais. Le renarcherie, facile. Et puis, on en a parlé tout à l'heure. Alors, du relais de la flamme olympique, qui sera de passage en Vendée le 4 juin. Mais dans toute l'histoire, est-ce que la flamme olympique est déjà venue en Vendée? Toi, t'es trop jeune pour savoir. Je sais pas. Je serais tenté de dire oui, parce que vu l'engagement vendéen pour le sport, je pense qu'on a dû la Et à tirer. votre avis, à quel moment, Jean-Paul? Oh, je sais pas. Difficile à dire. Alors, c'était en décembre 1991, à l'époque, à l'aube donc, des Jeux d'hiver d'Albertville. D'hiver, évidemment, 1992. Voilà. Voilà pour ce quiz. On arrive à la fin de cette émission. On a juste le temps de rappeler que l'entrée est gratuite quand même. Oui. Vous pouvez aller donc assister à cette compétition de tir à l'arc vendredi, samedi ou dimanche gratuitement, avec bien sûr tout ce qu'il faut pour se restaurer bien évidemment et tout bien organisé par les 130 bénévoles. Merci beaucoup à vous deux. Margot, très bonne compétition à vous, avec donc un podium voire médaille d'or
comme l'a dit Jean-Paul. Alexandre, merci. Merci, puis on sera là pour suivre Et on tout sera ça, là, bien sûr. On verra des images de cette compétition lundi dans le journal des sports que vous présenterez dans la matinale ainsi que dans 85 chrono le soir. Merci à vous de nous avoir suivis et passez une très bonne fin de semaine sur TV Vendée.